Monsieur le Président du Sénat, Madame la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les élus, les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, Madame le bâtonnier, chère Marie-Aimée Perron, Monsieur le vice-bâtonnier, cher Basile Eder, Mesdames et Messieurs, Madame la bâtonnière, vous m'avez fait l'honneur cette année encore de m'inviter à l'occasion de votre rentrée solennelle. La rentrée solennelle du barreau de Paris, c'est évidemment un moment important. C'est un moment important, un moment majeur de notre vie judiciaire, puisque, à cette occasion, vous faites, à travers votre voix, vous pouvez souligner les préoccupations, les enjeux, les engagements, les espoirs de votre profession. C'est également pour vous, et vous l'avez rappelé, un temps fort qui aide à porter au-delà de nos frontières ce que sont vos valeurs que nous partageons. Ma participation à cet événement, dès lors, était une évidence et je vous le dis avec sincérité, j'ai plaisir à être parmi vous. L'année dernière, je m'adressais à vous alors que la réforme de la justice que je portais était encore en cours de discussion devant le Parlement. Elle suscitait des réserves et des inquiétudes, mais j'avais tenu à venir devant vous expliquer ma démarche, clarifier certains points également, persuadée que le dialogue est indispensable, sans doute plus encore lorsqu'existent des désaccords. Le dialogue, c'est sans doute le maître mot de ce que je souhaite ici évoquer avec vous. Le dialogue entre les avocats et le ministre de la Justice est un dialogue exigeant. Il est exigeant car si nos objectifs, assurer le respect des droits des citoyens et le bon fonctionnement de la justice et de l'institution judiciaire, ces objectifs qui sont, vous l'avez rappelé, l'un et l'autre, fondamentaux dans une démocratie, ces objectifs qui ne sauraient par nature être antagonistes, ont parfois des approches divergentes pour y parvenir. L'exigence de notre dialogue, il est donc ici synonyme d'accord, mais aussi de désaccord, de débat, de discussion et d'écoute. Et je me félicite de la richesse du dialogue que nous entretenons, toujours respectueux et de confiance, dialogue que nous avons su instaurer entre nous, et je suis convaincue que c'est de la vivacité d'un tel dialogue que naissent les évolutions les plus importantes pour la justice. Ce dialogue, nous le conduisons actuellement autour de plusieurs axes, de plusieurs thématiques, 3 essentiellement. La défense des droits des justiciables, le bon fonctionnement de la justice et l'évolution de la profession d'avocat. Quelques mots sur chacun de ces 3 axes. Dialogue donc pour défendre au mieux les droits des justiciables. Pour concrétiser notre volonté de construire ensemble des politiques publiques qui sont essentielles pour nos concitoyens, qui assurent le respect de leurs droits les plus fondamentaux, j'ai profondément, Mesdames et Messieurs les avocats, profondément besoin de votre concours. Il m'est et il est essentiel, tout simplement parce que votre rôle est consubstantiel à l'idée de justice et à l'affermissement de tout état de droit. L'état de droit, nous le savons, c'est la soumission de l'État du pouvoir à la règle de droit, c'est l'égalité de tous face à cette règle, c'est l'indépendance de la justice, c'est la séparation des pouvoirs et, conséquence de ces principes, c'est l'évidence du procès équitable, de la défense des droits, dont vous êtes les pivots, dont les magistrats sont les garants, dont j'assure les conditions d'organisation. Le caractère imbriqué de nos rôles, forme de Thémis à double visage, caractérise ce que nous construisons ensemble pour la justice dans des formes souvent plurielles. Je veux à cet égard, et comme vous l'avez rappelé, Madame le bâtonnier, saluer l'implication de l'ensemble de votre profession dans les travaux du Grenelle, dans la lutte contre les violences conjugales. Le Conseil national des barreaux, dont je salue ici la présidente, et le barreau de Paris ont participé, vous l'avez souligné, de manière active au groupe de travail qui a été animé par mon ministère avec Isabelle Rome, haute fonctionnaire à l'égalité entre les femmes et les hommes.
L'idée, évidemment, sous-jacente à ce groupe de travail, c'est que l'institution judiciaire protège mieux encore les femmes victimes de violences. Comme l'a indiqué Monsieur le Premier ministre lundi dernier, nous souhaitons que ce groupe de travail puisse être prolongé pour continuer avec vous à nous mobiliser sur ce sujet. Mais je sais que le barreau de Paris n'a pas attendu le Grenelle pour agir. Vous avez conclu le partenariat 365 dossiers, 365 avocats avec la Fondation des femmes pour assurer une défense bénévole des victimes. La proposition de loi qui sera déposée à la suite des conclusions du Grenelle doit rendre nos procédures et notre organisation encore plus efficaces à cette fin. À l'instar de ce qui a été expérimenté au tribunal de grande instance de Créteil, sous l'égide de son président Stéphane Noël, il doit être possible d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire aux femmes victimes pour leur permettre de solliciter une ordonnance de protection. Je souhaite également que, sur le modèle de la liste d'avocats spécialement formés aux problématiques de violences faites aux femmes et de la permanence que vous avez mise en place au tribunal de Paris, pour leur permettre de bénéficier d'une consultation juridique gratuite, une réflexion soit conduite au niveau national pour que dans chaque barreau, les femmes victimes de violences puissent, comme à Paris, disposer d'une assistance facile quant à l'accès et d'une assistance de qualité. Nous avons besoin de vous, elles surtout ont besoin de vous pour les accompagner dans ces démarches de protection. Il n'y aura en effet pas de lutte efficace contre les violences conjugales sans les avocats, j'en suis intimement convaincue. Je pourrais multiplier les exemples. Permettez-moi d'en prendre deux encore de ces politiques publiques liées à la défense des droits de nos concitoyens que nous portons avec vous. Je pense ici à la nouvelle politique des peines telle qu'elle découle de la loi du 23 mars 2019 à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Vous savez quelle est mon ambition dans ce domaine. Vous savez que je souhaite que les magistrats soient en mesure de prononcer les peines les mieux adaptées au profil des prévenus, en fonction de leur personnalité et de la nature des infractions qui ont été commises. Il s'agit pour moi d'éviter les trop courtes peines de prison, souvent trop désocialisantes. Il s'agit en somme, pour mieux protéger la société, d'assurer la réinsertion et d'éviter la récidive. À cet égard, le prononcé de peines autonomes ou alternatives telles que le travail d'intérêt général constitue l'un des éléments de réponse. L'Agence du travail d'intérêt général a développé des outils permettant de multiplier le nombre de postes de travail d'intérêt général et de faciliter le prononcé de cette peine. Une plateforme numérique nommée TIGE 360 vous sera bien entendu accessible, à vous, mesdames et messieurs les avocats, pour que vous puissiez, dans l'exercice de la défense que vous assurez, orienter les prévenus vers ce type de peine lorsque cela vous paraîtra adapté. Nous avons besoin de vous sur cet aspect aussi. Et enfin, pour terminer, je dirais simplement un mot de l'ordonnance de 1945, du 2 février 1945. Cette ordonnance, à la suite d'une habilitation du Parlement, nous l'avons réécrite pour la transformer en un code de justice pénale des mineurs, premier volet d'un code de justice pour les mineurs. Dans le cadre de cette ordonnance, je voudrais dire que notre objectif très clair, et il est réaffirmé en préambule, a été de respecter, Maître Basile Ader, la primauté de l'éducatif, car je suis comme vous convaincue qu'un enfant de 13 ans est d'abord un enfant. Nous avons également respecté le principe de la spécialisation des juridictions et je ne développe pas ici les autres points. Je sais qu'il y a des désaccords entre vous et nous sur ce sujet, mais nous aurons l'occasion d'en débattre devant le Parlement puisque, conformément à mes engagements, cette ordonnance sera présentée au Parlement. J'observe simplement deux choses sur lesquelles nous nous retrouvons. Il y a dans cet élément des critères qui nous permettent de diminuer la détention provisoire des jeunes mineurs et il y a également la volonté de renforcer la présence partout du rôle de l'avocat. Je crois que cela aussi, c'est le résultat d'un dialogue. Dialogue, donc. Ce dialogue, il est également essentiel pour assurer le bon fonctionnement de notre justice. Dans le suivi d'une procédure, l'interaction entre magistrats et avocats est essentielle à son avancée. Les uns et les autres
doivent pouvoir échanger avec fluidité dans le respect de leurs fonctions respectives et dans leur travail. Dialogue encore et toujours. Je sais que la formidable architecture du nouveau palais de justice de Paris et la transformation numérique ont modifié en profondeur le quotidien des acteurs judiciaires. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de réfléchir à de nouvelles modalités de fonctionnement. À cet égard, je me félicite, comme vous l'avez fait, Madame Le Bâtonnier, de la réussite des premières assises avocats-magistrats qui se sont tenues à votre initiative et à celle des chefs de juridiction le 14 novembre dernier. Cette question ne se limite cependant pas au tribunal judiciaire de Paris. Et j'ai donc demandé à Monsieur le directeur des services judiciaires, que je salue également, de vous recevoir afin de réfléchir avec vous à ces nouvelles règles de fonctionnement indispensables à l'établissement d'une relation de confiance nécessaire à une justice de qualité. Je peux vous assurer de la pleine mobilisation de mon ministère pour accompagner ces efforts et de mon attention à ce sujet qui est essentiel. Mais je crois même qu'il faut voir au-delà de cela. Et je pense qu'il est nécessaire d'élargir cette réflexion, comme vous l'avez suggéré, Madame Le Bâtonnier, aux voies qui pourraient permettre de mieux ancrer encore le développement d'une culture judiciaire commune entre magistrats et avocats. Elle s'inscrirait au-delà des formations universitaires que nous partageons et des échanges professionnels qui doivent avoir lieu dans les palais de justice. Elle s'inscrirait de manière un peu plus structurée. Les formations des magistrats et des avocats doivent permettre la construction de ce socle commun que vous avez évoqué dans votre intervention, qui est l'attachement à l'état de droit, au respect des droits de la défense, à la place de la justice dans la société. Je crois aussi nécessaire d'améliorer et de développer les passerelles qui peuvent exister entre le barreau et la magistrature, car j'y vois une indéniable source d'enrichissement pour le corps judiciaire. Ce dialogue, je le souhaite évidemment également dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de réforme pour la justice. Beaucoup a déjà été fait pour améliorer le fonctionnement de la justice. Je sais que nous ne sommes pas d'accord sur certains points, mais je maintiens que nous travaillons ensemble à améliorer cette organisation en faveur du justiciable. Pour assurer le bon fonctionnement de la justice, le gouvernement investit. Ce ne sera, c'est vrai, sans doute jamais assez pour la justice, mais le gouvernement investit, Monsieur le Président du Sénat. Je le rappelle devant vous, non pas pour énoncer des chiffres, car tel n'est pas ici mon propos, mais pour dire le sens de cet investissement. Un budget de 7,6 milliards d'euros en 2020, soit une augmentation de 4% de ce budget, une augmentation qui se traduit, c'est cela qui est important, par un taux de vacance de postes de magistrats qui est désormais résiduel à moins de 1% des postes qui existent, par des investissements dans les palais de justice avec des autorisations d'engagement à hauteur de 480 millions d'euros et par des améliorations dans le numérique. De tout cela, mesdames et messieurs les avocats, vous êtes les bénéficiaires directs et indirects. Et non, maître Basile Ader, les gardes des sceaux successifs ne sont pas que les gestionnaires de la pénurie. Vous avez, Monsieur le Président du Sénat, évoqué la carte judiciaire. Je me permets simplement de rappeler devant vous qu'il n'y a ici aucune carte judiciaire, mais simplement une méthode d'organisation. Et cette méthode, elle est, comme vous le souhaitez, précisément fondée et sur la qualité de la justice et sur la proximité. Il est vrai que, à l'inverse de ce qui avait été proposé dans une proposition de loi portée par le Sénat en octobre 2017, je ne propose pas un seul tribunal par département. Je maintiens l'ensemble des tribunaux, y compris dans leur proximité. Et pour les tribunaux de proximité, je propose même, par la loi qui a été adoptée, que les contentieux qui y sont jugés puissent être accrus, de sorte que s'y trouvent tous les contentieux de proximité qui forment la justice du quotidien. Je voulais simplement ici le rappeler. Fruit de cette loi adoptée en mars 2019, dans quelques semaines, mesdames et messieurs les avocats, c'est devant le tribunal judiciaire que vous assignerez et plaiderez.
Cette organisation sera plus lisible et plus simple pour le justiciable, et c'est bien ainsi que les parlementaires l'ont voulu et que je l'ai souhaité. Je n'ignore rien des inquiétudes liées au changement de pratique, voire de culture, que la réforme suscite chez les professionnels, au premier rang desquels les magistrats, les greffiers et les avocats. Je voudrais vous dire à quel point mes directeurs, mon administration sont à l'écoute des juridictions et à votre écoute pour accompagner la mise en œuvre de cette loi. Je voudrais tout particulièrement dire un mot, comme l'a évoqué Madame Le Bâtonnier, de la réforme de la procédure civile et de la procédure applicable au divorce contentieux. Ces sujets avaient fait l'objet de propositions précises à l'issue des chantiers de la justice qui y étaient consacrés. Ils constituent donc un point emblématique de la loi de réforme pour la justice, car ils sont au cœur de la justice du quotidien. Compte tenu de l'importance des changements qu'ils induisent, le barreau a été étroitement associé à l'élaboration des décrets d'application, et ce, dès le printemps dernier. Des représentants du Conseil national des barreaux ont participé aux travaux de rédaction durant l'été, puis le CNB, la Conférence des bâtonniers, dont je salue le président, et le barreau de Paris ont été consultés sur ces textes. Ces consultations ont été l'occasion d'échanges constructifs jusque dans les tout derniers jours qui ont précédé la saisine du Conseil d'État. Ces textes qui sont aujourd'hui au Conseil d'État, nous devrions en avoir le retour dans quelques jours et nous en envisageons la publication aux alentours du 10 décembre. Les procédures de divorce repensées offrent de nouveaux outils aux avocats, plus de souplesse pour les juridictions et elles simplifient le parcours des époux qui souhaitent divorcer. Elles doivent donc être mises en œuvre dans de bonnes conditions, avec sérénité et avec sécurité. Dans son texte même, la loi du 23 mars nous avait permis de faire en sorte que l'entrée en vigueur de ces dispositions puisse avoir lieu jusqu'au 1er septembre 2020. Les avocats et certaines juridictions dont le volume d'activité est très important m'ont fait part des difficultés qui pourraient résulter d'une entrée en vigueur de ces dispositions dès le 1er janvier prochain. Si j'ai pu croire que nous serions prêts plus tôt, j'ai été sensible à ces arguments et j'ai su entendre les inquiétudes. J'ai donc décidé de reporter l'entrée en vigueur du décret sur le divorce au 1er septembre 2020. Le délai laissé aux professionnels était en effet, comme vous l'avez souligné, devenu insuffisant pour se préparer à la réforme d'ampleur du divorce, dont je crois nous partageons le bien fondé. Elle méritait, cette réforme, que nous laissions un temps d'appropriation. Ce report permettra ainsi aux avocats, aux greffiers, aux magistrats d'engager localement une concertation sur les modalités pratiques d'application de cette nouvelle procédure, mais également de se former. La volonté du législateur est donc pleinement respectée, mais ce report caractérise l'écoute et c'est une part de l'exigence à laquelle je faisais référence tout à l'heure. S'agissant du projet de décret portant réforme de la procédure civile, il entrera bien en vigueur au 1er janvier 2020. J'ai toutefois décidé que le mécanisme actuel des assignations serait encore maintenu quelques mois. La généralisation de l'assignation avec prise de date sera ainsi reportée au 1er septembre 2020. Là encore, ce délai permettra aux greffes de s'organiser et aux avocats de mieux se préparer au nouveau dispositif qui, à terme, permettra une justice civile plus rapide, encadrée par une procédure plus lisible. En revanche, l'essentiel de la réforme de la procédure civile entrera bien en vigueur au 1er janvier 2020 pour accompagner la création du tribunal judiciaire. Les modes de saisine seront simplifiés pour ne conserver que la requête et l'assignation. Les dispositions sur les modes alternatifs de règlement des litiges, sur lesquels vous travaillez déjà, sont également prévues pour entrer en vigueur à cette date. Nous consacrerons le principe de l'exécution provisoire de droit de la décision de première instance. Nous étendrons aussi, je voudrais le souligner devant vous, nous étendrons aussi la représentation obligatoire avec avocat, par exemple, devant le juge de l'exécution pour les affaires supérieures à 10 000 €. Je m'y étais engagée
je le fais. Le nécessaire dialogue que j'évoquais au début de mon propos n'est pas fait que de mots, il est aussi nécessairement traduit dans des actes. Ces échanges doivent également nous aider à mener ensemble la transformation numérique de la justice. La transformation numérique, c'est un levier essentiel pour améliorer la qualité de la justice et pour mieux répondre aux attentes des justiciables. Sa mise en œuvre suppose la mobilisation de tous les professionnels qui contribuent à l'œuvre de justice et en particulier celle des avocats. J'attache une importance toute particulière à la coopération que je sais fructueuse avec les instances professionnelles qui sont les vôtres. C'est pourquoi une gouvernance de haut niveau a été mise en place depuis 18 mois avec le Conseil national des barreaux et de nombreuses réunions opérationnelles se sont tenues avec les représentants des barreaux sur des projets majeurs tels que le portail du justiciable, la procédure pénale numérique, la dématérialisation du système d'aide juridictionnelle ou encore la plateforme du TIGE. C'est aussi dans cet esprit que je viens d'adresser le projet de décret Open Data à la présidente du Conseil national des barreaux après de premiers échanges sur ce sujet. Nous pourrons encore en discuter, même si la plupart des questions de principe ont déjà été tranchées par le législateur, notamment celles qui s'attachent à l'occultation. Je sais que la communication électronique et le RPVA restent un sujet sensible et que votre profession s'est elle-même engagée dans un projet important de refonte de sa plateforme e-barreau, et c'est évidemment un point important. Sans attendre la réalisation de ces grands chantiers, des demandes anciennes des avocats ont d'ores et déjà été intégrées dans nos logiciels grâce à des efforts très importants de mes services. Nous avons ainsi substantiellement augmenté la taille des pièces jointes qui peuvent nous être adressées pour accompagner la généralisation de la communication électronique entre nous, civils, qui est mise en place depuis le 1er septembre dernier. Nous avons également commencé à faire évoluer notre réseau, le RPVJ, pour mieux assurer le lien avec le réseau des avocats. Le ministère prend en charge la quasi-totalité de ces investissements, mais cela suppose évidemment que les opérations techniques se fassent en lien étroit avec les services informatiques du CNB. Je n'ignore pas que d'autres demandes fonctionnelles n'ont pu être satisfaites en l'état, ce qui a pu générer certaines incompréhensions récentes publiquement exprimées. Je le dis devant vous, nous devons conduire le plan de transformation numérique avec méthode. Nous ne pouvons pas tout faire d'un coup. Je ne dispose pas de baguette magique en ce domaine. Les évolutions attendues seront donc intégrées dans de nouveaux projets liés au portail du justiciable et à la procédure pénale numérique. Cela suppose que le dialogue encore et toujours se poursuive sereinement et je sais pouvoir compter sur vous, mesdames et messieurs les avocats, pour nous aider à réussir cette étape majeure d'adaptation de la justice aux défis du numérique. Enfin, troisième et dernier point, ce dialogue exigeant concerne également l'évolution de la profession d'avocat. Je ne peux ni ne veux, évidemment, Madame le bâtonnier, éviter la question de la réforme des retraites. Sur ce sujet, j'ai entendu vos inquiétudes. Mais je veux ici redire les engagements que nous avons pris avec le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, devant vos représentants et vous-même, enfin devant les représentants plus exactement de la profession d'avocat, que nous avons reçus à 2 reprises. La volonté du gouvernement, vous l'avez rappelé, c'est celle de créer un régime universel qui viendra se substituer aux 42 régimes existants. C'est aussi celle de maintenir un régime par répartition, dans lequel les cotisations de tous produisent les mêmes effets et paient les pensions de tous les pensionnés. Ce régime universel doit nous permettre de consolider tous les régimes de retraite. Votre régime est aujourd'hui équilibré, c'est vrai, vous l'avez réaffirmé, mais son équilibre repose sur une démographie qui est encore très favorable. Mais les projections du Conseil d'orientation des retraites, organisme qui, je le rappelle, ne dépend pas du gouvernement, mais rassemble les partenaires sociaux, montrent que votre démographie devrait s'affaiblir et que l'équilibre de votre régime autonome risque d'être remis en cause. Vous avez évoqué, Madame le bâtonnier, les jeunes avocats.
je pense précisément qu'il est de notre responsabilité de sécuriser leur retraite. Ce régime universel devrait également être plus simple et plus lisible, et il sera mieux adapté à notre époque où il n'est pas rare, y compris chez les avocats, vous venez de le rappeler, d'exercer plusieurs métiers dans une même vie professionnelle. Il sera aussi plus juste. Ainsi, dans ce régime universel, les femmes bénéficieront de dispositifs de solidarité prenant en compte les périodes de congé de maternité et les enfants. Ces dispositifs auront un impact direct pour vos jeunes consoeurs de plus en plus nombreuses. Les inquiétudes des avocats ont donc été relayées par vous-mêmes, mesdames et messieurs les représentants que j'ai entendus. Elles sont légitimes. Vous avez évoqué la question du poids des charges sociales dans le nouveau système. Nous vous proposons un certain nombre de pistes pour en tenir compte. Vous les avez dites, une réduction forfaitaire de l'assiette de la CSG et des cotisations sociales, compensant significativement la hausse des taux de cotisation, une longue période de transition dont nous devrions apprécier la durée ensemble, et nous vous avons aussi indiqué qu'il était tout à fait possible de maintenir des mécanismes de solidarité internes à la profession pour garantir le mécanisme solidaire que vous avez entre vous. Je vous le redis ici, comme nous vous l'avons déjà dit, je vous le redis ici, Jean-Paul Delevoye et moi-même souhaitons continuer à dialoguer avec vous pour trouver des solutions adaptées à votre profession. Mais l'évolution de la profession d'avocat est également liée, comme vous l'avez indiqué, Madame le bâtonnier, à l'attractivité de la place de Paris, en tout cas pour le barreau de Paris. Mais au-delà même, je crois. C'est un sujet qui vous est cher et au service duquel vous avez mis durant ces 2 années toute votre énergie pour le faire avancer concrètement. La perspective du Brexit a remis en question la prééminence de la place de Londres pour le règlement des litiges et a exacerbé la concurrence entre les différentes places européennes et internationales. Dans cette compétition, la France a un rôle important à jouer. Notre système judiciaire dispose d'atouts incontestables à cet égard et il a déjà évolué pour s'adapter à ces enjeux d'attractivité. Je pense bien entendu à la création et au succès que vous avez rappelé de la Chambre commerciale internationale de la Cour d'appel de Paris. Ce succès vous doit beaucoup et je tiens à saluer ici une nouvelle fois votre engagement dans sa création et sa promotion. La France dispose désormais d'une offre judiciaire inédite qui constitue un atout puissant en faveur de l'efficacité des décisions de justice et donc de notre attractivité. Je suis également prête à réfléchir avec vous à la mise en place de nouvelles structures d'exercice international si cela nous permet, comme vous l'affirmez, de développer la compétitivité de la place de Paris. Renforcer l'attractivité de notre pays suppose d'attirer des investisseurs étrangers, mais aussi de protéger la compétitivité de notre entreprise. La remise du rapport du député Raphaël Gauvain conduit à nous interroger à nouveau sur l'opportunité de faire évoluer notre législation pour prévoir que les avis des juristes internes à l'entreprise puissent être protégés par le secret professionnel ou à tout le moins par un principe de confidentialité. C'est un sujet ancien sur lequel, je le dis devant vous, nous devons trouver les moyens d'avancer pour conférer à nos entreprises une protection équivalente à celle dont bénéficient leurs concurrentes étrangères. Mais cette question, elle est aussi intimement liée à la profession d'avocat. Elle ne peut être examinée sous le seul angle de la compétitivité des entreprises et elle intègre nécessairement une réflexion prospective sur l'attractivité de la profession d'avocat, sur la mobilité au cours de la vie professionnelle et partant sur l'existence de passerelles entre la profession d'avocat et celle de juriste en entreprise. C'est sans doute précisément parce qu'elle est liée à l'avenir de votre profession que cette proposition suscite tant de débats en son sein. Mais là encore, par le dialogue, je suis persuadée que nous pouvons aboutir. C'est sur ce sujet qui vous est cher, Madame le bâtonnier, que je conclurai mon propos. Permettez-moi simplement de rendre hommage à votre constance dans la défense des intérêts de votre barreau et de votre profession. Cette constance n'a d'égal que votre franchise. Votre bâtonnat fut
pour la garde des Sceaux que je suis, un temps exigeant mais stimulant. Je veux donc très sincèrement vous féliciter pour le travail que vous avez accompli au service des avocats et du droit durant cette période, vous remercier aussi pour les échanges constructifs que nous avons eus et vous assurer que je demeurerai attentive à l'écoute de votre successeur, comme je le suis de manière générale à l'égard de la profession d'avocat.